Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de politique et il est vrai qu'elle se résume souvent à des débats télévisés ou des débats par réseaux sociaux interposés. C'est la forme qu'elle prend en ce moment de plus en plus. Et ce débat, il prend la forme le plus souvent de disputes intellectuelles. Alors, une dispute entre l'interviewé et l'intervieweur ou entre des personnes d'opinions différentes. Seulement, la politique ne devrait pas se résumer à la question de disputes entre des opinions que l'on cherche à rendre les plus différentes possibles, à distinguer, à opposer, et on oublie parfois de rappeler ce qui rapproche les différents courants, les différentes familles d'idées, et peu à peu, on prend l'habitude de s'éloigner, de parler réellement du projet. Et comme quand on parle de dispute, on parle souvent de passion, on parle d'émotion, on sait que l'émotion, c'est facile à manipuler. Et depuis longtemps, certains s'en amusent, certains trouvent des petites astuces pour piquer leur adversaire qui, de temps en temps, tombent largement dans le piège. Soyez gentil de me laisser parler et de cesser d'intervenir incessamment, un peu comme le Roquet, n'est-ce pas? Écoutez, je n'ai pas parlé au Premier ministre de la France. Non, je parle à M. Fabius, représentant du parti. Cette émotion touche l'autre au plus profond, tant il ne se distingue pas de ses opinions et de ses idées. Vous n'avez aucun titre pour me donner des leçons. Comment ça, j'ai aucun titre? Je suis un élu de la République, peut-être pas vous, et j'ai le titre donc de pouvoir m'exprimer au nom du peuple. Oui, mais donc j'ai autant de titres, si ce n'est plus que vous, M. Guénaud, pour pouvoir m'exprimer. Non, mais pas quand vous me dites que je n'ai aucun titre. Vous voyez, moi je me laisse pas piétiner. Mais c'est insupportable à la fin. Je peux parler, oui. Mais M. Guénaud, il faut savoir... Attendez, vous me laissez pas finir ma phrase. Il faut prendre quelques jours de repos. On va essayer de vous mettre en vacances dans quelques semaines. On l'a compris, font appel à ce qu'il y a de plus primaire en nous, c'est-à-dire la colère, le mépris et la peur. Et pourtant, la politique devrait être avant tout une question d'étincelle, quelque chose qui apporte la lumière, qui dépasse les passions. On the 9th of October 2012, the Taliban shot me on the left side of my forehead. They shot my friends too. They thought that the bullet would silence us. But they failed. The extremists were and they are afraid of books and pens. The power of education frightens them. They are afraid of women. The power of the voice of women frightens them. Today, I'm focusing on women's rights and girls' education because they're suffering the most. There was a time when women social activists asked men to stand up for their rights, but this time we will do it by ourselves. Si la politique aujourd'hui s'exprime principalement au travers de débats contradictoires, on a tendance à oublier la fonction du débat. En effet, il n'a pas pour mission de faire triompher notre vérité, mais une vérité commune. Trop souvent, le débat emprunte son champ lexical au champ guerrier. Alors, on n'est pas là pour vaincre, pour convaincre, mais on est là pour vaincre contre. On s'oppose, on veut abattre, on veut terrasser l'autre, on combat un adversaire quand parfois on cherche même à écraser un ennemi avec des mots et des armes intellectuelles. Ce type d'escalade conduit à des mots toujours plus forts, à des attitudes toujours plus abruptes, et on le sait, ces armes vont jusqu'au point de bascule assez régulièrement, on l'a vu dans différents mouvements sociaux. On le sait aujourd'hui, la discussion raciste tue véritablement, tout autant que la misogynie, l'homophobie ou la xénophobie. C'est pour ça que je dis que utiliser des armes intellectuelles comme des armes tout court,
ça a une chance de percer un certain nombre d'individus et de se transformer en acte dans la vie réelle, avec beaucoup de guillemets. Quand les passions l'emportent, c'est la politique qui recule. Rien n'excuse ce degré de violence, non pas physique encore, mais verbale. Rien. La démonstration, la représentation d'une tête au bout d'une pique, qui n'est rien d'autre que la guillotine, continuité. Et pour moi, à mes yeux, absolument, totalement condamnable. Que quelque homme politique que ce soit, quelque femme politique que ce soit, on promène sa tête au bout d'une pique avec ce que cela signifie. Ce n'est pas admissible. Derrière le symbole, il y a la pulsion. Et c'est la volonté de détruire physiquement, par cette représentation symbolique, physiquement, l'adversaire. Mais si les émotions prennent une place de plus en plus grande, on le sait, une des plus fortes émotions, c'est la peur. Et cette peur, c'est aussi l'émotion la plus facile à manipuler. Alors oui, il y a des hommes et des femmes qui vont se dresser, tel Dolores Ibárruri, qui vient dire non, no pasarán, comme dans son discours célèbre qu'elle adresse en 1936 en réponse aux propos de Franco. Mais dans l'histoire, la raison est bien faible face à l'émotion. On en a beaucoup d'exemples, malheureusement, surtout s'il s'agit de la peur qui peut vite se transformer en colère. Le discours révolutionnaire, en cela, est l'exemple pour le pire, il a été aussi pour le meilleur. Comme l'adage le dit, avec un marteau, eh bien, on peut édifier des écoles, mais on peut également briser des crânes. Ma vision de la politique, c'est cette petite voix, la petite voix d'une amie qui vous prend la main et vous dit « Calme-toi, ne succombe pas à tes passions », qui vous appelle à faire preuve de raison, mais c'est également la petite voix, cette petite voix du vieillard qui, dans votre tête, vous rappelle ce que fut l'histoire et nous oblige à faire nos choix en conscience face à elle. Monsieur le Président, à ceux qui se demandent avec angoisse quand et comment nous allons céder à la guerre, je voudrais dire que rien, à aucun moment, au sein de ce Conseil de sécurité ne sera le fait de la précipitation, de l'incompréhension, de la suspicion ou de la peur. Dans ce temple des Nations Unies, nous sommes les gardiens d'un idéal. Nous sommes les gardiens d'une conscience. La lourde responsabilité et l'immense honneur qui sont les nôtres doivent nous conduire à donner la priorité au désarmement dans la paix. Et c'est un vieux pays, la France d'un vieux continent comme le mien, l'Europe, qui vous le dit aujourd'hui, qui a connu les guerres, l'occupation, la barbarie, un pays qui n'oublie pas et qui sait tout ce qu'il doit aux combattants de la liberté venus d'Amérique et d'ailleurs, et qui pourtant n'a cessé de se tenir debout face à l'histoire et devant les hommes. Fidèle à ses valeurs, il veut agir résolument avec tous les membres de la communauté internationale. Il croit en notre capacité à construire ensemble un monde meilleur. Dans le gros des débats, on n'est pas dans la recherche de la vérité, dans la dialectique au sens de Socrate, et je le regrette. Alors, pour les révisions de nos bacs philo, c'est plus ou moins loin en fonction de chacun d'entre nous, mais la méthode inventée par Socrate, la dialectique, c'est l'art de faire dialoguer des discours apparemment opposés pour faire dégager une vérité supérieure. Grâce à un jeu progressif d'échanges, de questions et de réponses, et souvent beaucoup plus de questions d'ailleurs que de réponses, Socrate fait tomber les connaissances de son interlocuteur pour dégager une vérité qui va au-delà. C'est un véritable instrument à l'épreuve de la pensée critique. La dialectique ne se contente pas du vraisemblable,
La dialectique n'aime pas beaucoup le probable, elle dénonce le simulacre et cherche la vérité. Alors, non, il n'est pas beaucoup plus nécessaire de se pencher sur les apparences du débat politique aujourd'hui, pas beaucoup plus nécessaire d'aller dans nos réflexions et de nos rappels de nos révisions du bac philo pour nous dire que la forme que prend aujourd'hui le débat politique est assez loin, et c'est peu dire, de la méthode dialectique et du débat socratique. Il n'essaie pas aujourd'hui ce débat politique, dans la forme qu'il prend dans les médias en ce moment, de faire accoucher une vérité supérieure. Suite à un débat, il n'y a pas de consensus qui vient dépasser les idées de chacun, mais il y a bien un ensemble de techniques et d'arguments qui vont essayer d'écraser son interlocuteur. Je crois que nous devrions revenir à un peu d'humilité dans la quête de la bonne morale et la recherche de la vérité, qu'on devrait essayer de reconnaître la part de vérité que détient l'autre, y compris quand on ne partage pas grand-chose avec lui. Et c'est à partir de cette part de vérité commune qu'il faut essayer de construire un projet. On est dans un moment où la société est très divisée, il y en a eu d'autres dans l'histoire, et il ne me paraît pas trop tard pour faire chemin rebours, comme diraient les anciens. Il ne me paraît pas trop tard pour essayer de remettre un petit peu de dialogue, et certains le font dans d'autres champs que la politique. C'est bien la preuve que la politique a aussi cette possibilité. J'espère être capable de vous dire quelques mots. Je suis extrêmement reconnaissante à Monsieur le Premier ministre et au Président de la République de nous avoir offert l'opportunité de conduire cette très belle réforme, de la conduire avec force, de la conduire constamment avec la confiance du gouvernement, de la conduire avec votre participation active. Vous avez amélioré ce texte, vous l'avez enrichi, vous avez été fortement présent durant les longues nuits. Vous avez été là, stoïque, à entendre parfois des propos absolument insupportables qui heurtaient nos valeurs profondes, qui heurtaient notre éthique. Mais nous avons eu aussi de très grands et de très beaux moments de démocratie. Nous avons eu dans l'opposition des interventions et des parlementaires qui se sont battus sur ce texte, qui ont fait valoir leur opposition forte, ferme, avec des arguments. Nous leur en savons gré parce que ces interventions-là resteront aussi dans l'histoire. Nous savons que nous savons bâtir ensemble. Nous savons que nous n'avons rien pris à personne. Nous nous sommes interrogés lorsque les premières interrogations se sont exprimées dans la société. Nous nous sommes demandé si nos convictions suffisaient. Et puis, nous avons écouté attentivement les inquiétudes, les protestations des opposants. Nous nous sommes efforcés d'y répondre lucidement, franchement, clairement, en les renvoyant au texte. Nous nous sommes demandé ce qui était le plus précieux pour les couples hétérosexuels et les familles hétéroparentales. Nous savons que c'est d'abord le lien biologique et nous savons que nous n'y avons pas touché. Nous savons que les couples hétérosexuels et les familles hétéroparentales sont très attachés à la présomption de paternité. Nous n'y avons pas touché. Par contre, nous avons amélioré l'exercice de l'autorité parentale. Nous avons facilité le partage de l'autorité parentale. Nous avons protégé des milliers d'enfants. Nous avons fait en sorte que puisse être maintenu le lien avec un parent en cas de séparation conflictuelle, y compris hors mariage. Nous avons facilité pour les futurs époux la possibilité de choisir le lieu, eux seuls, non pas les mères, mais eux seuls, le lieu de la célébration du mariage. Nous savons donc que nous n'avons rien ôté à personne et qu'au contraire, par ce texte de loi, nous avons reconnu les droits de nos concitoyens dont la citoyenneté était sournoisement contestée et nous avons ouvert des droits à tous les autres couples. C'est donc incontestablement un texte généreux que vous avez voté aujourd'hui et nous vous en savons définitivement gré. Nous savons aussi qu'il faut parler à celles et ceux qui ont été blessés ces jours derniers par des mots, par des gestes, par des actes. Leur dire qu'ils sont pleinement de cette société et que nous savons que la responsabilité de la puissance publique, c'est de lutter contre les discriminations. C'est une exigence du pacte républicain. Et lutter contre les discriminations, c'est évidemment ouvrir à tous les citoyens les dispositifs de droit commun
ainsi que les plus belles institutions de la République. Nous voulons dire en particulier aux adolescentes, aux adolescents de ce pays, qui ont été blessés, qui ont été désemparés ces derniers jours, qui ont été dans un désarroi profond, immense, qui ont découvert une société où une sublimation des égoïsmes permettait à certains de protester bruyamment contre les droits des autres. Nous voulons leur dire simplement qu'ils sont dans leur singularité et dans leur place dans la société, que nous les reconnaissons dans leur place dans la société, avec leur mystère, avec leurs talents, avec leurs défauts, leurs qualités, leurs fragilités, que c'est ça la singularité de chacune, chacun d'entre nous, indépendamment même de toute question sexuelle. Chacune, chacun d'entre nous est singulier et c'est la force de la société. Et c'est même la condition de la société, c'est la condition de la relation dans la société. Alors nous leur disons, si vous êtes pris de désespérance, balayez tout cela. Ce sont des paroles qui vont s'envoler. Restez avec nous et gardez la tête haute. Vous n'avez rien à vous reprocher. Nous le disons haut et clair, à voix puissante. Parce que, comme disait Nietzsche, les vérités tuent, celles que l'on tait deviennent vénéneuses. Merci à vous tous. Comme le gros de l'espèce humaine, l'homme a une propension à l'obstination dans l'erreur. En effet, pour beaucoup d'entre nous, il n'y aurait rien de pire que de reconnaître son erreur. Dans le monde professionnel, c'est assez insupportable d'ailleurs. On craindrait, en reconnaissant son erreur, on craindrait d'y perdre en crédibilité, de prêter le flanc à des attaques ou des reproches futurs. On pense que la mauvaise foi ne va pas se révéler aux autres. On pense que personne ne va s'en rendre compte et que si on insiste, on va finir par croire qu'il y avait effectivement quelque chose de juste, mais l'histoire, elle, raconte toujours autre chose. D'autant plus qu'aujourd'hui, beaucoup de nos propos sont enregistrés, sont filmés, les politiques, on voit les séances au Sénat ou dans les interviews, cela ressort longtemps après, donc inévitablement, la mauvaise foi, à un moment ou à un autre, est révélée. David Augustin de Broglie, d'ailleurs, ne disait-il pas qu'on reconnaît aisément le sage à sa modestie et le sot à son orgueil. Je reprends le mot du chauffeur de taxi qui m'emmenait hier à l'Assemblée, qui disait « organise la décadence de notre société ». Vous jouez avec le feu, car ce sont des enfants que vous allez brûler. Et on nous a dit tout à l'heure qu'on avait des propos de Moyen-Âge. Vous vous retrouvez au niveau de Carthage. C'est un peu comme si on avait besoin de nous prouver à nous-mêmes qu'on a raison. Il en va de notre image de nous-mêmes, comme si notre vie, notre place, notre gagne-pain était en jeu à chacune de nos erreurs. Tiens, ça par exemple, là, vous pourriez le redire ? Je ne suis pas favorable au mariage des homosexuels parce que je ne crois pas qu'il soit bon d'ériger en norme l'homosexualité. L'homosexualité est par nature la difficulté d'atteindre l'autre dans sa différence. Et quand on ne peut pas atteindre l'autre dans la différence, c'est l'exclusion. Ça, il n'y a pas un mot que vous retireriez ? Cher monsieur Andelat, vous ne me ferez pas revenir sur des choses que j'ai dites. J'assume ce que j'ai dit. Moi, je trouve que c'est l'honneur des gens de revenir. Quand la politique devient un métier, si c'est votre emploi, si c'est ce qui vous emmène du pain sur votre table, fait vivre votre famille, paie les loisirs de vos enfants, alors il est hors de question de se laisser convaincre par un tiers. Le déni, le mensonge sont parfois inconscients. On finit par défendre des idées non pas pour ce qu'elles sont, mais pour l'image auquel elles correspondent et auquel on veut être associé. Sans transition avec les illustrations que j'ai utilisées ici avant, si on considère les indemnités d'élus comme un salaire, alors reconnaître que l'autre a raison, même si ce ne serait-ce qu'une part de raison, serait comme un commercial qui vous dirait que le produit qu'il a à vous vendre, eh bien, son concurrent en a un qui est pas trop mal, qui est même sur certains points meilleur que le sien. Donc, si on l'applique à la politique, on s'éloigne de la visée qui serait désirable, c'est-à-dire la recherche d'une vérité supérieure, d'une vérité partagée, mais on tombe alors dans une liste de caractéristiques argumentatives pour vous montrer combien votre parti politique est le plus beau, le plus fort, le plus gentil, et que les autres sont les plus méchants et les plus bêtes.
C'est pourquoi je pense que la carrière politique doit être une parenthèse de vie. 3 mandats d'une même fonction me paraissent bien suffisants. Un mandat pour apprendre, un mandat pour faire et un mandat pour transmettre. La culture domine tout. Elle est la condition sine qua non de notre civilisation d'aujourd'hui, comme elle le fut des civilisations qui ont précédé celle-là. Patiemment et prudemment, nous voulons proposer à la France une sorte de mission nouvelle et de nouveau lui donner la possibilité de signifier quelque chose. Il y a 2 fonctions différentes dans le ministère, n'est-ce pas? Il y a d'une part ce qu'on peut faire. Or, ce qu'on peut faire, j'y attache une énorme importance. Ça ne m'est pas du tout égal d'avoir changé la couleur de Paris et surtout d'avoir transformé une ville triste en ville gaie. Ça ne m'est absolument pas égal de penser que nous ferons les maisons de la culture. Dans un univers qui, à mes yeux, est, comme vous le savez, un univers passablement absurde, il y a quelque chose qui n'est pas absurde, c'est ce qu'on peut faire pour les autres. Faire plutôt que dire qu'on va faire. Aussi, quand on s'identifie à nos idées sans distance, sans penser qu'on puisse un jour évoluer, une confrontation intellectuelle va être vécue comme une attaque personnelle. Non, À cela, faute d'arguments, il n'y a plus beaucoup de possibilités autres que celles que de se cacher, de se couvrir la tête du masque du mépris. Votre mépris me laisse indifférent. Vous ne m'impressionnez d'aucune manière et j'ai en effet l'intention de combattre votre infâme parti et votre infâme politique partout où je le pourrai. Mes amis le savent, j'apprécie beaucoup la pensée de Judith Butler. Et sans rentrer dans les détails de comment je me suis approprié une partie de sa réflexion, il est clair que nous vivons dans un monde de langage. C'est en nommant les choses qu'on se forge une opinion sur ce qui nous entoure, et c'est en nommant les choses que nos perceptions se forment, et elles se forment en tout cas avec des mots. Aussi, quand Camus disait « mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde », c'est très vrai pour le débat politique. Dans cette citation, je la répète, mal nommer le monde, mal nommer les choses, j'ai fait un lapsus révélateur, mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde. Camus rejoint Schopenhauer qui disait, en parlant des mots mal choisis, pour construire une argumentation, qu'au final, il s'agit d'une pétition de principe, ce qui n'a pas été démontré est utilisé comme postulat pour en tirer un jugement. C'est pour cela que je suis attentif, alors je parlais de mes amis tout à l'heure, mes amis diront peut-être chiant, c'est pour ça que je suis aussi attentif dans le choix des mots. Car si le langage aide à structurer notre pensée, alors le choix des mots propage déjà notre vision du monde. Choisir des métaphores favorables à son propos, c'est comme lorsque le député Charles de Courson va comparer des mesures fiscales favorables à la cocaïne. C'est limiter sa réflexion à une métaphore. Ceci est très vrai aussi dans les insultes du quotidien. Dire PD quand on est en voiture, ça ne veut pas seulement dire que c'est une expression familiarisée. Cela raconte une perception du monde et un nivellement des individus en fonction de tel ou tel critère. Mes chers collègues, le suramortissement, c'est comme la coque. C'est comme la coque. C'est qu'une fois, ça fait plaisir, une fois qu'on le fait. Et bien après, faut arrêter. Et alors là, on nous explique qu'il faut faire une deuxième fois, une troisième fois. Donc, ça a comme effet une accélération et après une dépression. Dans une autre mesure, à une autre échelle, c'est un peu comme lorsque des véganes sur des plateaux télé expriment leur désarroi lorsqu'ils nomment des enfants qui sont séparés de leur mère pour parler de veaux que l'on détache de vaches. En choisissant ces mots, en
en choisissant de ne plus dire vache et veau, mais mère et enfant, on incline largement le raisonnement dans lequel on veut nous inscrire. Quand on nomme mal les choses, la valeur de l'argument ne vaudra plus face à sa conformité au vrai, mais en fonction de notre besoin de croire qu'il est vrai. On peut donc être de mauvaise foi, de bonne foi. Je ne m'occupe pas non plus de sa communication. Pour ne rien trahir de ses propos sans équivoque, les voici, cette fois en version originale. À l'instant où elle prononce ces mots, elle a pourtant été salariée pendant au moins 4 ans en tant qu'assistante parlementaire de son époux. On est d'ailleurs beaucoup plus conciliant envers des arguments médiocres mais qui nous rassurent qu'envers de bons arguments du camp opposé. C'est très vrai dans les réseaux sociaux où beaucoup d'algorithmes sont d'ailleurs faits comme ça. On va valoriser ce qui va dans notre sens, même si c'est de l'humour vraiment de bas étage, ou si l'argument est un peu fallacieux, on va le valoriser, on va le liker, on va le partager, plutôt que de partager un très bon argument, mais de quelque chose qui va à l'encontre de ce que l'on pense. Aimer la politique, c'est pas forcément donc la vivre comme un militant. Car le militant, il ne pense pas. C'est assez violent ce que je dis. Car quand je dis ça, je ne dis pas que les militants seraient des abrutis, mais le militant n'a pas besoin de penser, parce que penser, ça serait pour lui l'occasion de changer d'avis. Il est d'ailleurs remarquable que certaines familles politiques comptent leurs militants quand d'autres comptent leurs adhérents et d'autres encore comptent leur soutien ou leurs sympathisants. Il y a des mouvements politiques que certains appellent tièdes, où l'on discute jusqu'à la virgule pour atteindre le consensus. Si une idée est ainsi partagée, si elle est ainsi débattue, il est évident qu'elle imprégnera plus le collectif. Cela demande beaucoup plus d'efforts, cela demande plus d'implication. Chacun peut apporter sa pierre, chacun peut faire une inclinaison sur la construction de l'édifice commun, mais en tout cas, la vérité qu'il en sort est une vérité qui est bien plus partagée que des éléments de langage qu'on vous invite à reciter. Le militant, vous l'aurez compris dans mon idée, il n'a pas besoin de se donner cette peine-là. On lui donne les éléments, il n'a qu'à les repartager. Il n'a pas besoin de questionner la vérité qu'on lui apporte. Il n'a que la réponse, il n'a que la caisse de résonance pour fonction. Cependant, dans un débat, cela ne peut rester qu'à la surface des choses, parce qu'il ne s'est pas imprégné de ce qu'il va nous dire. C'est là où on entend régulièrement, et où on entend, mais c'était là encore un lapsus révélateur, c'est là où on atteint, je voulais dire, régulièrement une forme de discontinuité intellectuelle. Demain soir, dernier débat, dans quel état d'esprit vous l'abordez ? Monsieur, je vais déroger à une des règles que je me suis fixées jusqu'ici dans mes relations avec la presse. Je ne vais pas répondre à vos questions. Non, mais je ne vais pas répondre à votre question de toute façon. Parce que jusqu'ici, mes concurrents ont été reçus dans des grandes émissions sur France 2. Je devais passer ce soir sur le 19-20 de France 3. Ça a été changé au dernier moment. Tout ça, c'est autre chose. Non, c'est pas autre chose. Il y a l'actualité. Vous avez vu, il y a Emmanuel Macron qui est candidat à la présidentielle. Alors moi, je vais parler, si vous voulez bien, et si vous voulez bien répondre, des sondages, parce que vous savez que ça occupe tout le monde. Non, je ne vais pas vous parler des sondages. Les sondages vous situent entre 1 et 2% d'intention de vote. Je ne vais pas parler des sondages. C'est quoi votre candidature ? C'est une candidature de témoignage ? Je ne vais pas parler des sondages non plus.
Parce que, enfin, depuis en particulier l'épisode qui s'est passé la semaine dernière, enfin, qu'on puisse encore tenir une attention particulière à ces enquêtes n'a aucun sens. Moi, j'aimerais vous parler, encore une fois, de travail, de sujets importants qui intéressent les Français, et pas des choses qui ne les intéressent pas. Vos prises de position, par exemple Par exemple, quand vous dites que vous pourriez voter pour Marine Le Pen, ça peut intéresser les téléspectateurs. Ça n'intéresse pas les téléspectateurs, si, j'ai répondu 20 fois. Donc écoutez, puisque visiblement vous n'avez pas l'intention d'écouter ce que j'ai à vous dire... C'est vous qui avez dit que vous ne Je quitte pas ce plateau, monsieur, je vous remercie de votre invitation. Merci Nous nous verrons Jean-Frédéric bientôt. Merci. C'est ce qu'on appelle faire du buzz à pas cher. Merci beaucoup. La discontinuité intellectuelle, c'est cette capacité de passer d'un sujet à un autre. C'est très vrai dans les réseaux sociaux. On le voit dans les fils des commentaires. Dès que le militant ou la personne qui essaie de défendre un point de vue est au bout de sa connaissance du sujet, elle va essayer de changer, de parler d'autre chose, de manière à éviter de prêter le front et de montrer soit qu'elle est dans l'erreur, soit qu'au final tout ça n'est que du blabla, tout ça ne sont que des éléments de langage et qu'elle n'y connaît pas grand-chose. Ou qu'elle défend une position pour un autre motif que ce qu'elle est. La discontinuité intellectuelle, c'est bien la preuve que l'autre craint l'argumentation et qu'il n'a pas la connaissance de ce dont il parle dans les détails. D'ailleurs, c'est combien le CDD? On peut le renouveler combien de fois, le CDD? 3 fois. Combien? Jusqu'à 3 ans. Non, mais combien? Myriam El Khomri? Un CDD. 3 fois? Vous êtes certaine de ça? Un CDD, combien? Un CDI peut être un CDD peut être requalifié en un CDD. Pardon. Un CDD. Alors là, parce que je comprends plus. Un CDD peut être requalifié en CDI quand justement le cadre du recours au CDD n'a pas été requis. Mais dites-moi, il peut être renouvelé combien de fois, le CDD? Il peut être renouvelé plusieurs fois. Combien de fois? Maximum? Je ne pourrais pas vous le dire. Parce que vous ne le savez pas. 2 fois. Il peut être renouvelé 2 fois depuis... Et je crois que l'on souffre terriblement de cela. Le manque de confiance dans la figure politique vient, je crois, aussi du fait qu'on est dans l'obstination, mais une obstination dans une forme un peu différente de ce que je vous disais tout à l'heure. Si on considère que le Parlement, les régions, les départements, les villes et les communautés de communes, par exemple, ont des compétences différentes, et que pour y siéger, il faut faire appel à des compétences qui sont aussi différentes. Candidater tour à tour à chacune de ces assemblées, sans jamais se poser la question de l'imposture, pose quand même à réflexion. Peut-on être un soir ministre de l'Éducation et le matin ministre de l'Économie suite à tel ou tel remaniement politique? Alors si évidemment je ne suis pas pour une technocratie, je pense par contre qu'il faut insuffler un peu de compétences de la société civile à chacun des niveaux de la démocratie représentative. Avoir fait l'école de Sciences Po, par exemple, avoir fait l'ENA ou une autre grande école, c'est certainement la preuve qu'on est d'un caractère plutôt brillant. Mais ça ne dit rien de nos compétences. Ça ne signifie pas que l'on est médecin, que l'on est artiste, que l'on est architecte ou que l'on est physicien. Et ce fait de pouvoir se penser légitime à parler de tel ou tel sujet et d'avoir une opinion tranchée m'inquiète, pour tout dire. Le moment le plus flagrant dernièrement auquel j'ai pensé à cela, c'est sur le débat, alors je crois qu'il a été lancé via un sondage dans Le Parisien, sur l'hydroxychloroquine. À ce moment-là, il y avait eu un sondage que je trouvais assez dingue, qui était: est-ce que vous pensez que l'hydroxychloroquine est efficace? Alors moi, personnellement, je ne suis pas médecin. Les médecins sont une part toute petite de la frange de la société française, et pourtant, seulement 20% étaient sans opinion. Il me semble que les chiffres étaient à peu près cela. C'est-à-dire qu'une grande majorité de Français disaient oui, oui, c'est efficace, et alors que l'immensité des sondés, la grosse majorité des sondés, ne pouvaient pas être médecins statistiquement. C'est-à-dire qu'on s'autorise à avoir une opinion sur l'efficacité d'un médicament sans en avoir les compétences. Ça me paraît assez dangereux et pour tout dire, ça me terrifie. C'est ce terme compliqué qui a été à la mode au début du premier confinement, c'est l'ultra-crépidignarisme. L'ultra-crépidignarisme,
c'est cette capacité à parler d'une chose qu'on ne connaît pas du tout. Et ça me paraît assez dangereux dans la vie politique, ça me paraît assez dangereux quand on enjoint des débats de société, des débats qui feront ce que sera le monde de demain. On est tous pour ou contre le nucléaire, pour ou contre les nanosciences, pour ou contre les OGM. Mais qui d'entre nous est capable de dire ce qu'on met vraiment dans un réacteur nucléaire, ce qu'est une réaction de fission, comment ça fonctionne, qu'implique E égale MC2, qu'est-ce que c'est qu'une cellule souche, un OGM? Personne. L'ultra-crépidarianisme est un mot savant pour dire que souvent on parle avec assurance de choses que nous ne connaissons pas, et c'est dérivé d'une locution latine qui est sutor ne supra crepidam, qui veut dire en gros que le cordonnier ne doit pas parler au-delà de la chaussure. Les réseaux sociaux, le mode de pensée dans l'immédiateté nous pousse à réclamer une opinion. Pourtant, il me paraît assez sain de s'autoriser parfois de ne pas avoir d'opinion. On a pu lire des débats enflammés autour de cette hydroxychloroquine par des gens qui n'avaient aucune compétence pour s'en faire une opinion. Un sondage n'est pas un diagnostic, chacun conviendra. Mais parce que être pour ou être contre nous associe à un camp, alors on en revient à ce dont je vous parlais juste avant. On finit par défendre des idées non pas pour ce qu'elles sont, mais pour l'image auquel elles correspondent et auquel on veut être associé. Dans quel camp cette idée nous place? Ceci me paraît très dangereux. Si on fait réellement de la politique pour le bien commun, et j'insiste à la fois sur la notion de réellement et de commun, si on veut faire progresser l'homme et la société, le fait de défendre des idées en fonction d'un camp et non pas en fonction des idées elles-mêmes me paraît en effet discutable. Tu sais ce que c'était. Et ce genre de jeu devant les citoyens, eh bien mon pote, je te dis, jamais tu seras président de la République. Très bien. Parce que tu es trop minable. Très bien. Ceci nous renvoie à l'idée de gagner la timbale, d'être au-devant de l'opinion et de transformer cette opinion en la vérité. Ça traduit, je crois, une certaine vulnérabilité, un manque de confiance en soi. Car lorsqu'on est détaché du jugement, on n'a pas besoin de montrer qu'on a raison. Quand on s'intéresse à la vérité, on a juste besoin de faire avancer sa connaissance. 1 year ago, I came to Davos and told you that our house is on fire. I said I wanted you to panic. I've been warned that telling people to panic about the climate crisis is a very dangerous thing to do. But don't worry, it's fine. Trust me, I've done this before, and I can assure you it doesn't lead to anything. You just leave it because you think it's too depressing and people will give up. But people will not give up. You are the ones who are giving up. Last week, I met with Polish coal miners who lost their jobs because their mine was closed. And even they had not given up. On the contrary, they seem to understand the fact that we need to change more than you do. I wonder, what will you tell your children was the reason to fail and leave them facing a climate chaos that you knowingly brought upon them? That it seemed so bad for the economy that we decided to resign the idea of securing future living conditions without even trying? Our house is still on fire. Your inaction is fueling the flames by the hour. And we are telling you to act as if you loved your children above all else. Thank you. Mais alors, pourquoi ce besoin d'avoir raison, et encore plus d'avoir raison si c'est contre quelqu'un, et encore plus ce besoin d'avoir raison si c'est contre quelqu'un et en public? Je ne vois pas beaucoup de réponses sur le pourquoi, ce pourquoi d'avoir raison. Je ne vois pas beaucoup de réponses en dehors de la vanité. Austérité et encore austérité. Mais arrêtez de faire le clown, vous méritez mieux que ça. Arrêtez. Ne me traitez pas, s'il vous plaît, écoutez, de clown, monsieur j'arrêterai de vous Cahuzac. traiter de clown quand vous cesserez de le faire. Non pas au sens pictural du terme,
la vanité, mais au sens littéral. Plus intéressé par l'image de nos idées que par la vérité, on préfère souvent avoir tort mais recevoir des éloges qu'avoir raison et être désapprouvé par notre entourage. En tant qu'humain, en tant qu'animal social, on préfère la popularité à la sagesse. Il n'y a qu'à voir quels programmes télévisés sont les plus regardés. Est-ce que ce qui attire le plus notre adhésion est réellement la sagesse? Ça pose question. Ça pose question et ça demande de prendre une certaine distanciation avec les choses quand on regarde un débat politique. J'en reviens donc à notre propos du début. Faire de la politique, c'est donc d'abord penser contre soi-même. Outre l'aspect intellectuel, cette vanité s'exprime aussi dans la tête, dans les têtes de file, j'ai presque envie dans la gueule, de dire dans la gueule, des apparences que l'on donne à telle ou telle liste politique. On cherche à ce que cette apparence soit la plus lisse possible. On cherche à ce que l'adhésion se fasse aussi par la forme de celui qui incarne. Alors évidemment, on peut penser, quand je dis ça, au régime du président Hollande, qui a fondu pour essayer de gagner l'élection présidentielle, ce qu'il a fait. On peut penser également au casting de telle ou telle tête de liste sur des élections X ou Y. On peut le voir également dans un casting de belle gueule du Front National pour tel ou tel rassemblement ou pour telle élection, rassemblement de... Je n'ai plus le terme. Alors, je vais vous donner quelques images. Alors, pas ça, oui, pas ça, non. Bon, ça marche pas à tous les coups. On ne recherche pas ici la figure du sage. On cherche ici la figure de celui ou de celle qui sera la plus populaire pour le bal du lycée. Pardon, je me trompe. Qui sera le plus populaire pour le jour de l'élection. Mais encore une fois, ce n'est pas l'objet de la politique. C'est très humain de penser, de choisir le plus beau, la plus belle. C'est très primaire de se faire une opinion en fonction du visage, en fonction de la beauté, en fonction de l'allure d'une personne. Mais ce n'est pas ça de la politique. La politique, c'est cette quête vers la construction des idées qui feront progresser notre société, notre territoire. Le plus beau, la plus belle ne sont pas forcément les plus efficaces, les plus intelligents, ce qui n'interdit pas à des gens qui sont très beaux d'être également très intelligents. Je distingue toutefois les têtes de liste politiques aux élections et les têtes de mouvements et de fédérations. Je vais vous donner deux exemples. Deux exemples d'associations qui me tiennent très à cœur. Le PIMS, que j'ai découvert suite à une exposition d'ailleurs qui avait lieu dans ces murs, et Unicité, qui est une association à laquelle j'appartiens et où très modestement je fais partie du conseil territorial pour la Nouvelle-Aquitaine. Donc le PIMS est constitué d'un président et d'un directeur et ensuite de tout un tas d'équipes. Le président est là pour être au service, c'est l'élu, il est là pour être au service de la direction et des équipes du PIMS. À Unicité, c'est la même chose. Il y a des gens qui sont nommés au conseil territorial ou des gens qui sont élus comme président d'Unicité sur un territoire ou au conseil d'administration, et il y a un directeur, pour le coup, une directrice territoriale, une directrice pour la Nouvelle-Aquitaine. Le conseil territorial a pour fonction de rendre les choses plus faciles pour les équipes, c'est un travail associatif, d'être un peu, avoir la fonction de porteur de clé, j'aime beaucoup cette image, de rendre les choses plus faciles pour les gens qui ont vraiment les mains dans le cambouis et qui font. Donc c'est des fonctions support, mais le président, les conseils qui sont autour doivent bien être au service des acteurs de terrain
et non l'inverse. Imaginez que le président soit aussi le directeur, que le président d'unicité ait aussi une fonction rémunératrice au sein de l'association. Cela fait un mélange des genres que je crois contestable. Vous allez faire comme ceux que vous dénonciez jusqu'à hier, vous allez être des cumulards, sénateurs-maires. Oui, ça sonne bien, non? Oui. Oui, ça sonne bien. Si j'en crois les nombreux communiqués et éléments de programme que le FN a publiés contre le cumul des mandats, on en a vu tout à l'heure un extrait avec Marion Maréchal Le Pen à la tribune de l'Assemblée, il y a l'un des deux mandats que vous ne pourrez pas bien accomplir. Ah, vous savez, moi j'ai une grande énergie, nous ne sommes que deux, mais nous avons beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté. Et les autres cumulards, non, voilà. Et les autres cumulards, au vu des résultats, l'énergie qu'ils ont utilisée n'a pas été couronnée dessus. Depuis le début, on parle ici de débat. Le risque, dans ce que je viens de vous donner comme exemple, entre le mélange des fonctions entre président et directeur, c'est qu'ici, il ne s'agit plus d'une dispute intellectuelle pour faire avancer les choses, mais pour une recherche de cumul de médailles, une recherche d'ego, bien plus que de travail sur un projet politique. Et ne pouvant être compétent en tout, on évacue cette question du travail de fond et on la remplace par des phrases creuses. Je vous représenterai, ensemble on sera plus fort, nos valeurs vaincront, bien entendu, sans jamais définir qui est-ce qu'on représente, ensemble, ok, mais pour faire quoi, et enfin nos valeurs, je suis d'accord, lesquelles. En cela, je crois beaucoup en la politique comme une transformation du travail associatif ou du travail tout court, sans jamais hiérarchiser les uns par rapport aux autres. La politique, c'est donner une forme à ses engagements et non l'inverse. Si faire carrière, c'est faire avancer son expertise, faire carrière politique nécessite des bases et des fondations solides et de l'expérience de son territoire et de ceux qui y vivent. La politique, comme l'associatif, doit être au service des autres et non au service de la fonction. Imaginez donc un directeur d'association, pour filer l'image que je vous donnais, imaginez ce directeur d'association qui soit le premier bénéficiaire de cette même association. Dans la vie locale, interne des mouvements politiques, je crois qu'il en va de même. Il faut distinguer localement les organes qui sont au service des élus eux-mêmes. Pour asseoir cette idée, on a dans les motifs d'abstention le procès de déconnexion d'une partie des élus. Mais un élu qui ne côtoie que des élus, qui a fait toute sa carrière auprès de politiques et de leur administration, qui, dans son engagement associatif, prend une grande part de son temps à être président de fédération, à être membre de tel bureau, alors il ne faut pas être dupe, il faut être sincère et accepter de dire qu'il n'est plus complètement en phase avec la société. La journée ne fait que 24 heures. On ne peut pas être et dans un cumul de mandats et dans un cumul de fonctions politiques à l'intérieur d'organes. On ne peut pas tout faire, il faut l'accepter. Et cette défiance quant au motif de l'abstention doit aussi inviter ceux qui veulent vraiment avoir cette fonction de représentativité à un peu d'humilité. Je me rends compte que je n'ai pas beaucoup féminisé mon propos, alors je vais me reprendre. Dans cette idée de représentativité et de diversité, je vais filer l'idée en expliquant un exemple assez simple. On ne peut pas être l'héritière millionnaire d'un camp et expliquer concrètement et dire qu'on comprend dans sa chair comment vivent les Français en situation de précarité financière. Les mots peuvent séduire, les réponses peuvent faire espérer, on peut trouver des réponses faciles à des problèmes compliqués, mais ne croyons pas que l'expérience est sincère et accouchera de mesures réelles pour ces derniers. Récemment aux États-Unis, il y a eu cette expérience de président de donner la représentation à l'héritier d'une fortune, à l'héritier d'un clan,
Et l'expérience de ce président, qui était contre les experts, ce président sachant, qui savait contre les savants, et chacun aura son opinion sur les résultats, a fait une preuve qui me semble difficile à contester, que cette position emmène à une impasse. Si, comme pour les sondages dans Le Parisien sur ce que je racontais sur l'hydroxychloroquine, chacun d'entre nous avons une opinion qui se vaut, si la parole de l'expert sur tel ou tel sujet, la parole du médecin vaut celle du patient, celle de quelqu'un qui ne sait rien en santé, si toutes les paroles se valent, alors on en vient à un renversement des valeurs où la croyance vaut le savoir, où la superstition vaut la science. Et quand on vote, il faut savoir si c'est vraiment ce renversement des valeurs que l'on veut pour la société, si c'est vraiment ça que l'on désire au moment de son vote. C'est un briefing qui restera dans les annales de la Maison-Blanche. Un moment lunaire pendant lequel Donald Trump évoque les effets supposés des rayons ultraviolets pour lutter contre le Covid-19. Imaginez que l'on envoie une lumière très puissante vers le corps. Des ultraviolets ou juste une lumière forte, par exemple. Il faudrait faire entrer la lumière dans le corps via la peau. Ce serait intéressant, dites-vous, de vérifier tout ça. Il s'adresse à cette conseillère santé, présente au briefing. Elle est estomaquée. Non, ce n'est pas un traitement, tranche-t-elle. Mais Donald Trump propose autre chose. J'ai l'impression que le désinfectant aussi détruit en 1 minute le virus. Alors, peut-être qu'il faudrait en injecter dans le corps, comme une sorte de nettoyage des poumons, par exemple. Il faudra sûrement faire appel à des médecins pour ça, mais ça me paraît intéressant comme idée. Injecter un désinfectant dans les poumons, cette suggestion fait évidemment bondir les scientifiques du monde entier. Ils implorent le public de ne surtout pas écouter le leader de la première puissance mondiale. Pour reparler du terme d'accouchement intellectuel, je vais reparler de Socrate, vous l'aurez compris, c'est la référence de cette vidéo. C'est ce cheminement socratique du savoir, cet aller-retour entre les croyances et le fait de les éprouver avec d'autres avis, d'autres idées, pour aller vers quelque chose de plus juste, qui me semble être quelque chose de désirable. Mais ceci ne peut advenir dans le débat politique si on s'enquiste dans une vérité statistique, dans un univers où le nivellement de la parole fait que chaque opinion se vale. Les exemples caricaturaux que l'on peut trouver ici et là chez certains nationalistes, complotistes américains et consorts montrent le danger de cet entre-soi. Dans une autre mesure, l'élu ou le professionnel de la politique, qui ne fréquente essentiellement que des personnes du sérail, au travail et en dehors, ne peut pas atteindre une pensée généraliste. Et je reviendrai sur cette notion de pensée généraliste. S'il ne touche pas même du doigt un sujet, alors il lui sera difficile de faire évoluer la société dans le sens politique qu'il défend. La pensée généraliste n'a pas bonne presse actuellement, j'en conviens. On est dans un mouvement où les pro-cancel culture sont de plus en plus forts et où l'expression du droit à la différence se trompe, je crois, de combat, en faisant un certain nombre d'amalgames. J'y reviendrai. Il me semble en tout cas important d'aller vers cette diversité, mais de ne pas le faire n'importe comment.
Vous avez envie, paraît-il, de nous parler de Walt Disney qui limite l'accès à certains dessins animés. Oui, j'ai appris ça hier soir et donc j'aimerais parler plus globalement de la cancel culture puisque ça relève de ça. On savait depuis longtemps que la littérature faisait déjà l'objet de critiques bien pensantes. Heidegger, Sade, Céline font toujours sans cesse sont remis en question. Les opéras et les ballets, il y a la flûte enchantée ce soir, mais vous savez qu'il n'y a pas longtemps, Carmen a été jugée féminicide, le Lac des Cygnes pas assez ouvert à la mixité, donc il faut les repenser, les réécrire. La philosophie aussi, bien sûr, fait aussi l'objet de la bien-pensance. Les philosophes actuels, peu enclins à servir la soupe bien-pensante, sont immédiatement liquidés. Hier, Michel Onfray de France Culture, la semaine dernière ou il y a 10 jours, Finkielkraut de LCI. Et maintenant, effectivement, c'est à l'élégance des Walt Disney que la grossièreté de la bien-pensance s'en prend, puisque c'est aux dessins animés les plus charmants et enfantins, les Aristochats, Peter Pan, La Belle et le Clochard, que la cancel culture, comme on dit en bon français, s'attaque. Quand elle est culture de délation, d'humiliation publique ou d'annulation stricte des œuvres, et qu'elle s'incarne à travers une meute de petits Savonarola, de petits patrouilleurs de vertu, procureurs moraux, c'est là qu'elle devient redoutable. Donc ce que vous dénoncez, c'est quoi? C'est la tyrannie du politiquement correct? Oui, c'est ce que Philippe Murray appelait la tyrannie du bien ou l'empire despotique. C'est là que l'empire du politiquement correct, la tyrannie du bien, s'installe et que les bons sentiments deviennent despotiques. Pourquoi despotiques? Parce que tout ce qui, on le voit, tout ce qui est réprimable doit l'être, non pas parce que les propos d'un philosophe, d'une œuvre, d'un opéra, encore moins d'un dessin animé, représentent une menace véritable. Bien sûr que les Aristochats ne sont pas une menace véritable, bien sûr que non. Mais parce que réprimer moralement devient une jouissance collective sans borne, un plaisir tribun d'autant plus délectable qu'il est sans fin. Parce que qu'est-ce qui vient limiter nos plaisirs? Qu'est-ce qui vient limiter vos plaisirs ou mes plaisirs? Soit l'excès, soit la culpabilité, soit les deux. Ici, aucune culpabilité, aucun excès, puisqu'on se situe dans le registre du bien. On n'a plus aucune limite à avoir. La cause étant acquise, le plaisir de répression est sans limite et donc absolu. Voilà pourquoi le bien peut très vite devenir despotique et la cancel culture qui s'en réclame l'être tout autant. C'est une nouvelle forme de terrorisme de la pensée qui nous mène tout droit au cimetière de l'intelligence. Vous l'aurez compris, dans cette vidéo, je fais un certain nombre de mouvements de balancier entre la société civile et la société politique, entre les différentes perméabilités. Ce mouvement de balancier qui est très propre à la pensée de Montaigne me séduit naturellement, en bordelais, ça me touche, mais ça me parle d'autant plus quand j'applique cette notion aux réflexions autour de la diversité, autour de l'expression de la différence, puisque durant plusieurs années, j'ai été moi-même délégué régional d'une association de lutte pour l'égalité. En somme, j'ai été délégué régional d'un lobby auprès d'élus, et pourtant, j'avoue que je crains une société qui ne serait plus que celle du droit à la différence et du refus de la généralisation. Car à mon sens, ce joli terme qui est la République une et indivisible est constitué d'une somme de cas particuliers et non pas d'une juxtaposition de particularisme. Il y a un risque de ne plus pouvoir penser à toujours invalider la règle par l'exception. Quand on pointe une exception, est-ce qu'on invalide réellement la règle? C'est une vraie question que je pose là. S'il est juste de dire que le vaccin est notre première arme contre la Covid, si on accepte cela, est-ce que pour autant c'est injurieux envers les gens qui subissent des effets secondaires? Est-ce que dire le vaccin permet de lutter contre telle ou telle maladie signifie qu'il n'y a pas des cas particuliers? Mais dire renverser la pensée en parlant d'abord des cas particuliers pour contester le vaccin, voilà quelque chose qui me paraît réellement contestable. Ça serait comme dire que les poissons ne peuvent pas vivre en dehors de l'eau, que dire cela serait insultant pour les poissons volants. Oui, il existe des poissons volants, mais la majorité des poissons vivent dans l'eau. La pensée a besoin de généralité. Pour aller vers le cas particulier, en effet, si on part des particularismes, on ne peut plus rien déduire. Il y a une forme de confusion entre la généralisation et la stigmatisation de celui qui est dans l'exception. La stigmatisation est condamnable, autant que la règle générale ne dit rien de la manière dont on traite les minorités et dont on gère les situations exceptionnelles. Ce sont deux choses différentes.
Je le dis avec toute ma conviction, l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. Mais comment le tolérer sans qu'il perde ce caractère d'exception, sans que la société paraisse l'encourager? Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. C'est toujours un drame, cela restera toujours un drame. C'est pourquoi, si le projet qui vous est présenté tient compte de la situation de fait existante, s'il admet la possibilité d'une interruption de grossesse, c'est pour la contrôler et autant que possible en dissuader la femme. Nous pensons ainsi répondre aux désirs, conscients ou inconscients, de toutes les femmes qui se trouvent dans cette situation d'angoisse, si bien décrite et analysée par certaines des personnalités de votre commission spéciale a entendu au cours de l'automne 1973. Actuellement, celles qui se trouvent dans cette situation de détresse, qui s'en préoccupe? La loi les rejette non seulement dans l'opprobre, la honte et la solitude, mais aussi dans l'anonymat et l'angoisse des poursuites. Contraintes de cacher leur état, trop souvent elles ne trouvent personne pour les écouter, les éclairer et leur apporter un appui et une protection. Parmi ceux qui combattent aujourd'hui une éventuelle modification de la loi répressive, combien sont-ils ceux qui se sont préoccupés d'aider ces femmes dans leur détresse? Combien sont-ils ceux qui, au-delà de ce qu'ils jugent comme une faute, ont su manifester aux jeunes mères célibataires la compréhension et l'appui moral dont elles avaient un si grand besoin? En somme, faire preuve de nuance ne veut pas dire qu'il faut évacuer les notions de règles générales et de dire que toutes les règles sont bonnes à jeter, que nous, on sait mieux. Cette méthode de remise en cause est très utilisée par les complotistes et les négationnistes de tout poil. Elle veut fragiliser artificiellement une argumentation complexe, mais au final, elle ne construit rien du tout. C'est un peu comme confondre la météo et le climat. Se mettre dans une position du savoir, de la critique, en se posant du côté de la vérité, nous dispense de croire. Alors que savoir que ce que nous croyons n'est que ce que nous croyons, en politique c'est très vrai, nous dispense de certitude. Ces certitudes, sans dispenser, nous permettent réellement de progresser. Elle nous permet d'avancer en pensant que nos croyances peuvent être mises au regard du monde. Mettre nos croyances au regard du monde nous permet de les faire évoluer, nous permet de transformer, de progresser. C'est cette progression que je vois de moins en moins comme accoucher du débat politique aujourd'hui. Pourtant, c'est cette progression que je crois être la vraie chose désirable de la politique. Cette instabilité, on l'oublie et on semble ne plus vouloir la désirer. Et ça me peine. Cette instabilité, c'est celle qui permet, on l'a vu, le mouvement de Valency à la Montaigne, c'est ce qui permet de faire bascule. C'est également un propre de l'homme, cette instabilité, qui fait qu'on se met dans un moment de déséquilibre, on ne sait pas exactement où notre pied va tomber, et pourtant ce déséquilibre, c'est ce qui permet la marche. Et dans ce sens, c'est également le mouvement de levier, c'est le mouvement qui permet de transformer les énergies. D'ailleurs, au propos du levier, et je conclurai là-dessus, Archimède ne disait-il pas « Donnez-moi un point fixe et un levier, et je soulèverai la Terre ». Merci d'avoir écouté cette vidéo.
One day that child might open a paper and it says homosexual elected from San Francisco, and there are two new options. Option is to go to California. Stay in San Antonio and fight. 2 days after I was elected, I got a phone call, and the voice was quite young. It was from Altoona, Pennsylvania, and the person said, "Thanks. And you've got to elect gay people so that that young child and the thousands upon thousands like that child know that there's hope for a better world. There's hope for a better tomorrow. Without hope, not only gays, but those blacks and the Asians and the disabled, the seniors, the us's, without hope, the us's give up. I know that you cannot live on hope alone, but without it, life is not worth living. And you've got to give them hope. Thank you very much.